Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, la disparue de sa mort de Jean-Christophe Porte aux éditions City, un vrai coup de cœur du traqueur. Alors d'abord un petit brief sur l'auteur Jean-Christophe Porte qui a un joli background derrière lui. Né en France, à Rueil-Malmaison, le 21 mars 1966. Il devient journaliste et réalisateur. Il fait des études à l'École nationale d'art décoratif, auteur d'une trentaine de documentaires d'investigation, de société ou d'histoire. Il travaille pour les principales chaînes de télévision françaises. Il commence comme monteur dans l'audiovisuel d'entreprise, puis s'oriente vers la télévision. Il travaille au Journal de la Santé sur France 5, puis à des émissions d'enquête et de reportages comme Envoyé spécial et reportages sur TF1. Depuis 2002, il réalise de grands reportages et des documentaires sur les principales chaînes de la télévision française dans lesquels il traite des sujets de société, de santé, d'économie ou d'histoire. En 2015, paraît son premier roman, L'affaire du corps sans tête, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ce roman policier historique qui se déroule en 1791, au début de la Révolution française, met en scène Victor d'Hauterive, un jeune sous-lieutenant de la gendarmerie nationale. Il est édité par Cité Éditions. Le roman est suivi de l'affaire de l'homme à l'escarpin en 2016 et de la disparue de sa mort en 2017. On va en parler aujourd'hui. En 2015, la pédiatre Colette Broul-Ullmann, qui a travaillé comme interne à l'hôpital Rothschild pendant la Seconde Guerre mondiale, est le sujet de son documentaire Les enfants juifs sauvés de l'hôpital Rothschild et sa rencontre avec 3 enfants de l'époque qu'elle a sauvés. Ensemble, ils sont co-auteurs d'un livre, Les enfants du dernier salut, paru en 2017. Cette biographie, premier tome des enquêtes de Victor d'Hauterive, qui met en scène un jeune officier de gendarmerie au début de la Révolution française. Deuxième tome, l'affaire de l'homme à l'escarpin. Le troisième tome, la disparue de sa mort, toujours chez Cité Éditions. C'est une totale réussite et un vrai coup de cœur du traqueur. Dernier roman, Les enfants du dernier salut, co-auteur Colette Broul-Ullmann, écrit en 2017, toujours chez Cité Éditions. La disparue de sa mort de Jean-Christophe Porte, coup de cœur du traqueur. Sa mort, 1791, l'hiver est glacial. La pluie verglaçante recouvre les bois. Au loin, on entend le cours d'eau. À 16h, le ciel est bas. La nuit semble recouvrir tout sur son passage, comme pressé de recouvrir d'un voile noir ce qui se déroule. Malgré le froid qui la glace, Anne-Louise Ferrière quitte l'endroit où elle a grandi. Elle connaît chaque pièce du manoir, y compris celle où tout a commencé, celle de tous ses espoirs, ses rêves, ses passions et ses bonheurs intenses, aujourd'hui déchirés, fracturés. Désormais, sa vie n'est plus la même. Ses rêves ont rejoint la réalité avec une brutalité froide et absurde d'une époque qui s'accroche à ses dogmes. Tous prêts à tous les sacrifices pour conserver leurs acquis. Reste la tristesse et la douleur qui s'écrasent sur ses épaules. Malgré tout, elle marche d'un pas vif, la tête couverte d'une capuche afin d'éviter toute indiscrétion. Elle se dirige vers le manoir. Le chemin qu'elle prend l'avale comme un gouffre sans fin. Pendant ce temps, Saint-Maur et ses habitants vivent leur vie et leur révolution. Anne-Louise Ferrière, elle, disparaît. À Paris, la révolution se poursuit. Le peuple gronde et s'agite. La fuite des rois et son retour au château excitent la populace. Cerné de toutes parts, le roi tente malgré tout de garder un semblant de pouvoir. Et la fusillade du Champ de Mars, le 17 juillet 1791, résonne encore dans les rues. On a tiré sur le peuple sans sommation. Ceux qui pensaient être libres ne le sont toujours pas. Le pouvoir a changé de main, mais les privilèges restent. Les noms changent, mais le principe reste le même. Une minorité tienne les manettes et se remplit la panse. Certains membres de l'Assemblée constituante sont ouvertement corrompus. La chance, pourtant, permet à quelques hommes sans nom à particules de faire fortune pour peu qu'ils s'intègrent au maelstrom du nouveau monde. Des fortunes se font à une vitesse folle. Des hôtels particuliers poussent comme des champignons dans Paris. Mais là encore, les petites gens crèvent de faim. Poussés à bout, on se trouve face à des foules. Victor d'Hauterive, lieutenant de gendarmerie à Paris, est chargé par le colonel Hay
d'enquêter sur la disparition d'Aloïs Ferrière. Enfin, une vraie mission. Officier de gendarmerie, Dautrive est très jeune, il n'a pas encore 20 ans, mais il a déjà un parcours complexe. Précédemment, il a enquêté sur l'affaire du corps sans tête et l'affaire de l'homme à l'escarpin. Son instinct et son implication dans chacune des enquêtes font de lui un enquêteur hors norme. Acquis de nouvelles idées, il n'en a pas moins oublié les autres. Il est profondément légaliste et humain. Ses méthodes et son intellect ont permis à des faquins d'être mis hors d'état de nuire. Son mentor, le marquis de Lafayette, l'a pris sous son aile et le protège d'un père despotique qui pourrait à tout moment faire jouer son pouvoir patriarcal, car Dautrive n'est pas majeur. Déjà, par le passé, il a essayé de l'enlever et a failli réussir. Après le massacre du Champ de Mars, Lafayette a dû quitter Paris. Pendant ce temps, le colonel Hay charge Victor d'une missive. Une jeune femme, Anne-Louise Ferrière, a disparu. Victor se rend à cheval à Saint-Maur pour enquêter sur la disparition de la jeune femme. Le grésil a détrempé ses vêtements. Il est gelé, ses vêtements sont lourds et pleins d'eau. La route et les bois qui traversent sont dangereux. Finalement, il arrive à bon port. Il trouve Accard, assesseur du juge de paix. Celui-ci le renseigne sur le petit village de Saint-Maur et lui donne quelques précieux renseignements sur la famille. Anne-Louise Ferrière est la fille aînée du baron de Méry-sur-Oise. La famille habite un manoir, aux Ménines, à la Varenne, près de Saint-Maur. Ça, c'est pour les Samouriens. Ce sont les sangs bleus qui n'ont plus les moyens nécessaires et qui luttent comme ils peuvent pour sauver les apparences. Dautrive se rend au manoir pour commencer l'enquête. Il tombe sur une famille agressive qui refuse de l'ouvrir les portes et les conduit. Mandaté par son supérieur, Victor refuse ce rejet. Il pénètre chez cette famille qui semble avoir décidé du sort de leur fille. Par ce temps, plusieurs jours dehors ne veulent dire qu'une chose. Dautrive interroge la famille qui ne répond que contrainte et forcée. Tous veulent qu'il reparte à Paris et les oublie. La peur du qu'en dira-t-on. Tout son instinct lui hurle que cette histoire n'est pas une simple affaire. Il se heurte toujours à cette famille pour le moins étrange. Une jeune domestique lui demande rapidement de le retrouver derrière le manoir. Quand il la rejoint, il entend son cri et la voit disparaître dans la Marne, portée par le courant. Elle tente de garder la tête hors de l'eau, lutte quelques instants et disparaît sous les eaux sans que nul ne puisse intervenir à temps. Personne n'a rien vu ni entendu. Victor sait que cette affaire va le hanter. Il poursuit son enquête et découvre que Anne-Louise Ferrière était fiancée avant que tout soit annulé 2 ou 3 ans plus tôt. Une sombre histoire de dot. Quelques temps plus tard, elle a séjourné quelques mois dans une abbaye à Siercy-le-Bel. À peine Victor arrivé sur place, il découvre un bâtiment sinistre et est en train de se vider de ses occupantes. Les biens de l'église sont tous en vente ou presque. Un noble du coin est bien décidé à le racheter pour en faire une affaire bien juteuse. Le noble en question semble d'ailleurs très pressé. En inspectant le bâtiment, Victor essuie un coup de feu qui le manque de peu. Décidément, tout le monde, sans vouloir, oubliait le sort d'Anne-Louise. Pas lui. On retrouve son corps. On lui refuse son accès. Par un tour de passe-passe, il arrive à la voir. Armé d'une feuille de papier et d'un crayon, il la croque le plus justement possible, ainsi que ses blessures. Il sait maintenant qu'elle était assassinée. Les formes de ses blessures montrent un coup porté à la tête. Dautrive doit retourner sur Paris. Son mentor est de retour et a des idées plein la tête. Bien que respectueux, Victor n'est plus aussi naïf. Il sait ce qu'il doit à Lafayette, mais c'est aussi qu'il a besoin de lui tant qu'il n'est pas majeur. Le héros veut revenir dans la partie. Paris va élire son maire et Lafayette va en profiter pour s'en servir de tremplin. Son adversaire, Jérôme Petion, le devance de loin. Lafayette charge Victor de partir en Angleterre. Petion y a séjourné plusieurs fois. Il veut savoir pourquoi, pour salir la réputation de celui-ci, que le peuple applaudit tandis qu'il a ramené le roi à Paris, salir celui que l'on appelle le vertueux. Telle est sa mission. Dautrive ne parle pas anglais, son maître lui enjoint son pire ennemi, Antoine-Louis Charpier, ancien graveur, ancien commissaire de police, corrompu. Il est maintenant député et membre du comité de surveillance de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils quittent la France pour rejoindre la perfide Albion. Avant de partir, Victor se confie à Olympe de Gouges, amie et écrivaine. Féministe, pleine d'audace et d'énergie, elle refuse d'abandonner l'enquête, révoltée de voir que tout le monde abandonne la morte. Puisque personne ne prend le temps d'enquêter, elle va s'en charger. Un vrai coup de cœur du traqueur. 2 histoires bien distinctes qui se rejoignent dans une fin aussi bouleversante que prenante. L'auteur nous plonge avec talent et un sens du rythme hors norme
dans un moment capital de notre pays. Il arrive à nous faire ressentir cette révolution qui durera 3 ans. 3 ans où tous les coups les plus tordus arrivent. Des hommes et des femmes s'engagent dans un bouleversement des paradigmes. Ceux qui ont tenu les rênes se retrouvent à la merci de tous. C'est la foire d'empoigne. Tout le monde veut sa chance. On suit ce jeune gendarme qui a une âme d'artiste et qui observe tout ce qui l'entoure d'un œil curieux, précis et plein de justice. Son sens de l'observation nous permet de visualiser les rues, les routes, les campagnes, les hommes, les femmes. On ressent chaque situation, chaque action au plus profond de nous. Et cette Olympe de Gouges, femme engagée, qui avance, vaille que vaille. D'autres rives nous montrent les arcanes du pouvoir, mais aussi la vie de tous les invisibles, les transparents. On découvre toutes les strates, même les plus élevées. D'autres rives refusent de profiter de ce qu'il n'a pas gagné de ses mains. Jean-Christophe Porte nous fait découvrir des moments capitaux de notre pays. Tout en étant précis, il nous entraîne pas à pas avec des personnages très représentatifs d'une époque. Ils ont connu l'avant, ils vivent l'après. Mais surtout, nous découvrons une histoire très différente de celle que l'on connaît. Une reconstitution pleine de peps et des rencontres toutes plus passionnantes les unes que les autres. Un thriller historique qui nous attrape dès les premières lignes et ne nous lâche qu'à la toute fin. En plus, l'auteur est malin en ajoutant sa mort dans l'équation. Merci pour m'avoir fait découvrir ma ville comme jamais. Un sacré auteur pointe le bout de son nez. Et vous savez quoi? C'est bon comme les chouquettes. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, amenez-moi des idées, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir. La disparue de sa mort de Jean-Christophe Porte